Parfois, il suffit d'un simple cornet de glace pour révéler qui sont vraiment les gens. Marc Laurent ne l'a découvert que le jour où il a tout perdu. Le soleil de juillet brûlait le trottoir parisien quand tout s'est effondré. Marc Laurent, PDG de Laurent Investissement, venait de recevoir l'appel qui allait changer sa vie. Son empire financier s'écroulait. Fraude massive de son associé, compte bancaire gelé, actifs saisis. En l'espace de quelques heures, les 42 millions d'euros qu'il avait bâtis pendant 15 ans s'étaient évaporés comme de la fumée. Il était resté figé dans son bureau du 16e arrondissement, le téléphone encore à la main, incapable de comprendre comment tout avait pu basculer si vite. Dehors, la vie continuait. Les gens marchaient, riaient, vivaient. Mais pour lui, le monde venait de s'arrêter. Sa femme Céline avait quitté l'appartement moins de 2 heures après avoir appris la nouvelle. Pas de cris, pas de reproches. Juste une valise bouclée en 20 minutes et un taxi qui l'attendait en bas. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. 3 phrases froides et définitives. Elle retournait chez sa mère. Elle voulait le divorce. L'avocat le contacterait. Marc s'était retrouvé seul avec sa fille Emma, 6 ans, dans leur appartement qui serait bientôt saisi par les créanciers. La petite ne comprenait pas pourquoi maman était partie, pourquoi papa ne souriait plus, pourquoi tout le monde semblait en colère tout à coup. Les jours suivants avaient été un cauchemar administratif. Les huissiers débarquaient sans prévenir. Les journalistes campaient devant l'immeuble. Les amis ne répondaient plus au téléphone. Ces mêmes amis qui, quelques semaines plus tôt, trinquaient avec lui sur la terrasse de sa villa de Saint-Tropez, évaporés. Un matin, Marc s'était réveillé avec une évidence brutale. Il devait partir. Loin de Paris, loin des regards, loin de cette vie qui n'existait plus. Il avait réussi à rassembler quelques milliers d'euros en liquide, tout ce qui lui restait avant la saisie totale. Il avait pris Emma par la main et ils étaient montés dans sa voiture, une des dernières choses qu'on ne lui avait pas encore confisquées. Direction le sud. Pas de plan, pas de destination précise. Juste fuir. Ils avaient roulé pendant des heures, s'arrêtant dans des motels minables le long de l'autoroute. Emma posait des questions sans arrêt. Où allait-il? Quand reverrait-elle maman? Pourquoi il ne dormait plus à la maison? Marc inventait des réponses, des histoires d'aventure, de vacances surprises. Mais il voyait bien que sa fille n'était pas dupe. Elle sentait que quelque chose de grave s'était passé. Après 3 jours de route, ils étaient arrivés à Marseille. Marc avait trouvé un petit appartement à louer dans un quartier populaire, loin du luxe du 16e arrondissement. 2 pièces sombres au 4e étage sans ascenseur. Peinture écaillée, plomberie grinçante, odeur d'humidité. Mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre maintenant. L'appartement était dans un état déplorable et Marc avait décidé d'embaucher quelqu'un pour faire le ménage avant leur installation. C'est comme ça qu'il avait rencontré Sophia. Elle était arrivée un matin, les bras chargés de produits d'entretien, un sourire chaleureux sur le visage, malgré l'heure matinale. La cinquantaine, des mains abîmées par le travail, mais des yeux pleins de douceur. Elle parlait avec un léger accent, portugais peut-être, et avait immédiatement remarqué Emma qui se cachait derrière son père. Sophia avait travaillé toute la journée sans se plaindre, transformant peu à peu cet appartement sinistre en un lieu vivable. Elle chantonnait en nettoyant, et Marc avait remarqué qu'Emma, habituellement timide avec les inconnus, s'était approchée d'elle, attirée par cette présence réconfortante. Les jours avaient passé. Marc cherchait du travail sans succès. Qui voudrait embaucher un ancien PDG accusé de fraude, même s'il était innocent? Son nom était sali dans tous les journaux. Ses économies fondaient à vue d'œil. L'angoisse le rongeait la nuit, l'empêchant de dormir. Comment allait-il nourrir sa fille? Comment allait-il payer le loyer? Sophia revenait 2 fois par semaine pour l'entretien. Marc avait essayé de la payer moins, d'espacer ses visites, mais elle avait refusé catégoriquement. Elle venait aux mêmes horaires, faisait son travail avec la même application et refusait d'entendre parler de réduction de tarifs. Un après-midi de canicule, alors que Marc revenait d'un énième entretien d'embauche raté, il avait trouvé Sophia et Emma assises sur le pas de la porte, partageant un cornet de glace. La scène l'avait figé. Emma riait de ce rire cristallin d'enfant qu'il n'avait plus entendu depuis des semaines. Sophia lui racontait une histoire, et sa fille buvait ses paroles, les yeux brillants.
Quand Emma l'avait vu, elle avait couru vers lui, le visage barbouillé de chocolat, radieuse. « Papa, Sophia m'a acheté une glace à la pistache. C'est trop bon. » Marc s'était tourné vers Sophia, interloqué. Pourquoi avait-elle fait ça? Elle ne connaissait même pas vraiment Emma. Ce n'était pas dans ses attributions de femme de ménage de s'occuper de sa fille. Sophia avait haussé les épaules avec simplicité. Il faisait chaud. La petite avait l'air triste. J'ai pensé qu'une glace lui ferait du bien. Rien de plus. Ce soir-là, après avoir couché Emma, Marc était resté longtemps à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il repensait à ses dernières semaines, à tous ces gens qu'il avait abandonnés. Ses amis, sa femme, ses associés, ses employés. Tous avaient disparu dès que l'argent s'était envolé. Personne n'avait appelé pour prendre de ses nouvelles. Personne n'avait proposé d'aide. Il s'était évaporé comme si les années d'amitié, de collaboration, de vie commune n'avaient jamais existé. Et voilà que cette femme de ménage qu'il payait à peine, qu'il connaissait depuis quelques semaines seulement, avait eu ce geste simple et généreux. Acheter une glace à sa fille. Un geste qui ne coûtait rien mais qui signifiait tout. Elle avait vu une enfant malheureuse et elle avait voulu la faire sourire. Sans calcul, sans arrière-pensée, juste de la gentillesse pure. Marc s'était mis à pleurer. Pour la première fois depuis l'effondrement, il avait laissé sortir toute cette douleur, cette peur, cette humiliation. Il pleurait sur sa vie perdue, sur sa naïveté, sur tous ces gens qu'il avait crus amis et qui n'étaient que des sangsues attirés par son argent. Les semaines suivantes, Sophia était devenue bien plus qu'une femme de ménage. Elle était devenue une présence stable dans le chaos de leur vie. Elle apportait parfois des plats cuisinés, prétendant en avoir fait trop pour elle seule. Elle s'occupait d'Emma quand Marc devait sortir pour ses recherches d'emploi. Elle l'écoutait, lui, quand le découragement devenait trop lourd. Un soir, Marc avait fini par lui demander « Pourquoi? Pourquoi faisait-elle tout ça pour eux ?» Elle pouvait se contenter de faire son travail et partir. Pourquoi s'impliquait-elle autant? Sophia s'était assise à la petite table de la cuisine. Elle avait mis longtemps avant de répondre, comme si elle cherchait les bons mots. « Vous savez, monsieur Laurent, j'ai quitté le Portugal il y a 20 ans avec mon mari et mes 2 enfants. On ne parlait pas français. On n'avait rien. Mon mari avait trouvé du travail sur un chantier. Moi, je nettoyais des bureaux la nuit. On habitait une chambre de bonne sans chauffage. C'était très dur. Elle avait marqué une pause, les yeux dans le vague, perdue dans ses souvenirs. Un hiver particulièrement froid, mon fils est tombé malade. Très malade. Il fallait des médicaments, des soins. On n'avait pas assez d'argent. J'avais peur, si peur de le perdre. Marc l'écoutait, immobile. Et puis il y a eu Madame Rousseau, la vieille dame, dont je nettoyais l'appartement 3 fois par semaine. Quand elle a vu que j'étais inquiète, elle m'a fait parler. Je lui ai tout raconté. Le lendemain, elle est venue chez nous avec son médecin personnel. Elle a payé tous les soins, tous les médicaments. Elle nous a aidés pendant des mois, jusqu'à ce que mon fils aille mieux. Sophia avait souri à travers ses larmes. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Parce que quand on peut aider, on doit aider. C'est aussi simple que ça. Elle ne voulait rien en retour, rien. Juste savoir que mon petit allait bien. Marc avait senti sa gorge se serrer. Madame Rousseau est morte il y a 5 ans. À ses funérailles, j'ai découvert qu'elle avait aidé des dizaines de personnes comme moi. Discrètement, sans en parler. Elle n'était pas riche, vous savez. Juste une retraitée avec une petite pension. Mais elle partageait ce qu'elle avait. Sophia l'avait regardée droit dans les yeux. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. L'argent, le statut, tout ça, c'est éphémère. Ce qui reste, ce sont les gestes qu'on fait pour les autres, ce qu'on laisse dans le cœur des gens. Madame Rousseau est partie, mais elle vit encore dans chaque personne qu'elle a aidée. Moi, mon fils, tous les autres. On se souvient. On transmet. Elle avait posé sa main abîmée sur celle de Marc. Alors quand je vois Emma, cette petite fille qui essaie d'être courageuse alors que son monde s'écroule, quand je vous vois, vous qui essayez de tenir alors que tout est si difficile, je me dis que Madame Rousseau ferait la même chose. Une glace, un plat cuisiné, quelques heures de compagnie. Ce n'est rien pour moi. Mais peut-être que pour vous maintenant, c'est tout. Marc n'avait pas pu répondre. Il avait juste serré la main de Sophia dans la sienne, incapable de parler. Cette nuit-là, il avait repensé à sa vie d'avant. Ses dîners à 500 € par personne.
Ses bouteilles de champagne à 2000 € qu'il ouvrait sans réfléchir. Ses montres de luxe qu'il collectionnait. Ses voitures qu'il changeait chaque année. Tout cet argent dépensé pour impressionner, pour montrer sa réussite, pour acheter l'admiration des autres. Et au final, qu'est-ce qui restait? Rien. Tous ces gens qu'il avait éblouis avec son argent avaient disparu. Personne n'était resté. Personne sauf cette femme qui gagnait à peine le SMIC et qui avait plus de dignité, plus de générosité, plus d'humanité que tous ses faux amis réunis. Les mois avaient passé. Marc avait fini par trouver un emploi modeste dans une petite entreprise de comptabilité. Rien à voir avec ses fonctions d'avant, mais c'était un salaire, une stabilité. Emma avait commencé l'école et s'était fait des amis. Ils reconstruisaient petit à petit une vie différente. Plus simple, mais plus vraie. Sophia était devenue comme une grand-mère pour Emma. Elle venait toujours faire le ménage, mais aussi pour partager des repas, pour rire ensemble, pour être là tout simplement. Elle ne parlait jamais de l'argent qu'elle aurait pu gagner en travaillant ailleurs, pour des clients plus aisés. Elle restait fidèle, présente. Un an après leur arrivée à Marseille, Marc avait reçu un appel de ses avocats. Coup de théâtre. L'enquête avait finalement blanchi son nom. Il n'avait jamais été impliqué dans la fraude. Son associé avait tout avoué. Les actifs qui n'avaient pas été dilapidés allaient lui être restitués. Pas l'intégralité de sa fortune, mais une somme conséquente. Plusieurs millions d'euros. Le premier réflexe de Marc avait été de penser à Sophia, à tout ce qu'elle avait fait pour eux, à cette bonté inébranlable. Il voulait la remercier, vraiment la remercier. Quand il lui avait annoncé la nouvelle et lui avait proposé une somme importante, Sophia avait refusé, catégoriquement. Elle ne voulait pas d'argent. Ce n'était pas pour ça qu'elle les avait aidés. Marc avait insisté. Il voulait qu'elle arrête de travailler, qu'elle profite de la vie. Mais Sophia était restée ferme. « Non, je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur Laurent. J'ai tout ce qu'il me faut. » Alors Marc avait trouvé une autre façon. Il avait créé une fondation. Une fondation qui aidait les familles immigrées en difficulté, qui payait des soins médicaux pour les enfants malades, qui offrait un soutien à ceux qui en avaient besoin. Il l'avait appelée Fondation Rousseau, en hommage à la vieille dame qui avait sauvé le fils de Sophia, et il avait nommé Sophia directrice bénévole. Son rôle serait d'identifier les familles qui avaient besoin d'aide, de distribuer les fonds, de perpétuer ce cycle de générosité. Cette fois, Sophia avait accepté, les larmes aux yeux, mais avec un sourire immense. Marc était resté à Marseille. Il aurait pu retourner à Paris, reconstruire son empire, reprendre sa place dans le monde des affaires. Mais il ne voulait plus de cette vie. Il avait appris quelque chose d'essentiel dans cette épreuve. La vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. La vraie richesse, c'est d'avoir des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. C'est de pouvoir faire une différence dans la vie des autres. C'est de s'endormir le soir en sachant qu'on a été bon, généreux, humain. Un après-midi d'été, 2 ans après leur arrivée à Marseille, Marc et Emma marchaient dans les rues avec Sophia. Ils s'étaient arrêtés devant un marchand de glace. Emma avait demandé une pistache, comme toujours. Sophia avait voulu payer, comme ce premier jour, mais Marc avait été plus rapide. Pendant qu'Emma savourait sa glace, Marc avait regardé Sophia et lui avait dit quelque chose qu'il aurait dû dire depuis longtemps. « Merci d'avoir vu ma fille quand elle était invisible pour tout le monde. Merci d'avoir cru en nous quand personne ne croyait plus. Merci de nous avoir montré ce qui compte vraiment. » Sophia avait simplement souri, de ce sourire doux qui la caractérisait. « Vous savez, monsieur Laurent, tout ce que j'ai fait, c'est acheter une glace. Le reste, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez accepté l'aide. Vous avez changé. Vous avez compris. Beaucoup de gens ne comprennent jamais. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, Emma tenant chaque main, celle de son père et celle de Sophia, Marc s'était senti riche. Plus riche qu'il ne l'avait jamais été dans ses appartements luxueux de Paris, parce qu'il avait découvert une vérité simple mais puissante. Dans la vie, on ne se souvient pas des gens pour ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils donnent. On ne mesure pas la valeur d'une personne à son compte en banque, mais à la taille de son cœur. Et cette leçon valait tous les millions du monde. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment aujourd'hui pour faire un geste simple pour quelqu'un. Offrez un sourire, donnez un peu de votre temps, tendez la main à une personne qui en a besoin. Parce que parfois,
Un simple cornet de glace peut changer le cours d'une vie. N'oubliez pas de partager cette histoire avec vos proches, car nous avons tous besoin de nous rappeler ce qui compte vraiment. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur et transforment la perspective.